Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, de l'extérieur, peut sembler un peu aride, mais qui est en fait fascinant. Le vote électronique. Oui, et on a des sources assez particulières cette fois-ci. On n'est pas sur des articles, mais plutôt sur des modes d'emploi. Exactement. On a des guides, des tutoriels vidéo, des fiches techniques pour une plateforme qui s'appelle Provote. Elle est utilisée, entre autres, pour les élections des CSE, les comités sociaux et économiques. Et notre objectif, c'est de partir d'un simple email, celui que reçoit l'électeur, et de remonter toute la chaîne pour comprendre comment on construit la confiance dans un acte démocratique qui est complètement dématérialisé. C'est une super approche. Parce que l'expérience utilisateur, en fait, c'est la porte d'entrée de tout le système. Le vrai défi, et c'est ce que montrent nos sources, il n'est pas seulement technique, il est aussi psychologique. La grande question, c'est comment on peut promettre une chose et son contraire, c'est-à-dire une simplicité absolue, quelques clics, et en même temps une sécurité quasi bancaire. Pour que le vote soit confidentiel, fiable. Voilà. Et c'est ce grand écart qu'on va explorer. D'abord en se mettant à la place de l'électeur, puis en soulevant un peu le capot pour voir la mécanique. Parfait. Alors, allons-y. Mettons-nous dans la peau de cet électeur. Tout commence de manière très simple. On reçoit un email. La porte d'entrée, c'est ça. C'est ça. Dedans, il y a les infos de base, les dates, les heures, un lien pour se connecter, et surtout, les deux sésames, un code électeur et un mot de passe. Et j'ai remarqué un truc dans les tutos, ils insistent lourdement sur un détail qui paraît bête. Le copier-coller. Le copier-coller, Mm. pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Ça montre à quel point ils veulent que ça soit fluide. Et là, on est déjà au cœur du premier niveau de sécurité. On voit tout de suite une exigence de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est la double authentification. Mais attention, Ce n'est pas n'importe laquelle. l'électeur entre son mot de passe reçu par mail, d'accord, mais ensuite, le système lui demande ce qu'il appelle un code défi. Un code défi, c'est-à-dire... C'est une information que seul l'électeur connaît et surtout qui n'est pas arrivée par le même canal. Dans les exemples qu'on a, c'est la date de naissance. Ah oui, d'accord. Et la logique est super importante. Un pirate pourrait à la limite compromettre une boîte mail. Mais c'est beaucoup moins probable qu'il ait accès à la fois à cette boîte mail et à une info perso stockée ailleurs, comme la date de naissance, dans les registres RH de l'entreprise. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier numérique en somme. Exactement. C'est ça la vraie barrière de sécurité, la séparation des canaux. C'est bien plus malin qu'il n'y paraît. Bon, une fois qu'on a franchi cette double porte, on arrive sur l'interface de vote. C'est très sobre, très clair, il y a un compteur avec le temps qui reste, et le processus est découpé, par exemple, un vote pour les titulaires, puis un autre pour les suppléants. Et là, on a le choix. Soit le vote par liste, on choisit une liste syndicale, on clique, et hop, Tout le monde est sélectionné, le vote en bloc. c'est ça. Mais on n'est pas obligé de prendre tout le paquet. C'est-à-dire, On peut faire son marché. exactement. C'est la deuxième option, le vote par candidat. Et c'est là qu'on trouve une fonction assez intéressante que les sources appellent la rature numérique. La rature numérique. Oui, l'électeur peut choisir une liste entière. Et ensuite, s'il veut, il peut cliquer sur le nom d'un candidat pour le désélectionner. Le nom apparaît alors barré, rayé. Et si on change d'avis, on reclique et il réintègre la liste. C'est quand même bluffant, c'est l'imitation parfaite de ce qu'on ferait avec un stylo dans un isoloir. C'est plus qu'une imitation, en fait, c'est une obligation légale. Ah bon? Oui, le vote électronique, il n'invente pas les règles. Il doit se plier aux règles du Code du travail. Si le protocole électoral de l'entreprise autorise le panachage ou la rature, la plateforme numérique doit le permettre. Le défi, c'est de garantir que cette rature soit enregistrée sans aucune ambiguïté possible. D'accord. Et pour aider à faire son choix, on n'est pas seul face au nom. La plateforme centralise toutes les infos de campagne. On peut lire les professions de foi, regarder des vidéos. C'est comme si le panneau d'affichage électoral était intégré à l'interface. Le système n'est pas juste une urne, c'est aussi un espace d'information. Et il doit être équitable, donner la même visibilité à tout le monde. Et puis vient le moment décisif. Le choix est fait. Pour valider, deux dernières étapes. D'abord, on coche une case qui confirme la participation. Ça, c'est pour l'émargement numérique. Puis, pour sceller le tout, on doit retaper son mot de passe. C'est la signature finale. Le point de non-retour. Exactement. Il y a un message d'ailleurs qui prévient. Une fois que vous cliquez sur « À voter », c'est définitif. Et ce clic, il déclenche toute une mécanique de preuve. C'est ça qui est au cœur de la confiance. Dès que le vote est enregistré, l'électeur peut télécharger deux documents. Lesquels? Une preuve d'émargement et un certificat de dépôt. Le premier prouve qu'on a bien participé,
C'est comme la signature sur le registre. Le second certifie que notre bulletin, qui est anonyme et chiffré, a bien été mis dans l'urne numérique. Ah, c'est très clair. On sépare bien la preuve que j'ai voté du contenu de mon vote. C'est fondamental. C'est ce qui permet de vérifier que tout le monde a voté une seule fois, sans jamais pouvoir faire le lien entre un électeur et son choix. Le parcours est d'une fluidité presque déconcertante. Tout est fait pour qu'on se pose pas de questions. Et ça m'a rendu curieux. Mais qui est derrière un système aussi simple en apparence, mais si verrouillé? En creusant un peu, on trouve une entreprise française, Mediavote. Ils font ça depuis plus de 24 ans. Et on voit vite que ça va bien au-delà des élections de CSE. Les documents parlent d'assemblée générale d'actionnaires, de conseils d'administration, de fédérations sportives et même de la fonction publique. En fait, leur offre s'adapte à deux grands types de votes qu'ils appellent synchrone et asynchrone. Quelle est la différence? Alors, le synchrone, c'est du vote en temps réel. Imagine une AG en visio. Le président pose une question, il ouvre le vote pour 1 minute, tout le monde vote en même temps et les résultats sont instantanés. C'est le vote à chaud. Voilà. Et l'asynchrone, c'est l'inverse. Le scrutin est ouvert sur une période plus longue, plusieurs jours, parfois des semaines, et c'est ce modèle qui est utilisé pour les CSE, pour une raison simple, la flexibilité. Pour toucher tout le monde? Exactement. Les gens en télétravail, en déplacement, ceux qui bossent de nuit, et ça, les sources le disent, ça augmente vraiment le taux de participation. Et en regardant leur foire aux questions, je suis tombé sur un truc qui m'a surpris. Je pensais qu'il fallait une certaine taille, une centaine de personnes minimum. Mais non, ils disent que ça marche aussi bien pour 15 personnes que pour 50 000. L'échelle est dingue. C'est énorme. Ça veut dire que l'architecture technique derrière est extrêmement robuste, scalable, comme on dit. Mais il y a un autre point qui est peut-être encore plus révélateur de leur philosophie. Tu as dû le voir. Le fait qu'il n'y ait pas d'application à télécharger. Précisément. C'est une web application. Tout passe par un simple lien dans un navigateur. Sur n'importe quel appareil. Oui, ordi, tablette, smartphone. Et c'est un choix stratégique majeur. Pas d'appli, ça veut dire qu'on lève une barrière technique et psychologique qui est énorme. Pas de téléchargement, pas de mise à jour, pas de problème de compatibilité. On clique, ça marche. C'est le summum de l'accessibilité. Et visiblement, ça paye. Ils affichent plus de 600 scrutins pour 350 000 votants en 2023. D'accord, on commence à voir comment les pièces du puzzle s'assemblent. Mais tout ça, ça ne tient que si la confiance est absolue. Comment ils la fabriquent, cette confiance? On en arrive au pilier de tout l'édifice, la sécurité et la conformité légale. Et là-dessus, les sources sont très claires. Elles répètent que la solution suit à la lettre les recommandations de la délibération 2019-53 de la CNIL. Ce n'est pas un détail, ça. Non, ce texte, c'est la Bible du vote électronique en France. Il impose des mesures très lourdes, chiffrement de bout en bout, séparation des bases de données, audit de sécurité. Le simple fait de s'y référer, c'est un message qui dit « on ne bricole pas ». On suit le cahier des charges le plus exigeant. Et ils vont même plus loin. Ils parlent aussi d'une certification, la norme NF 552, pour la conformité au RGPD. Oui, et cette norme, elle valide une approche qu'on appelle le privacy by design. La protection des données dès la conception. C'est ça veut dire que la sécurité n'est pas une couche de vernis qu'on ajoute à la fin. Elle est dans l'ADN du système dès la première ligne de code. Comment on sécurise, comment on archive, comment on purge les données. Tout est pensé en amont. Et pour finir, une source mentionne que le système a été développé par des polytechniciens. C'est un peu l'argument d'autorité, non? C'en est un, et il est très bien calculé. Ce n'est pas juste pour le prestige. En France, cette formation, c'est synonyme d'une approche très rigoureuse, très mathématique, très portée sur la cryptographie. C'est un message subliminal pour les directeurs informatiques. Le message, c'est: ne vous inquiétez pas, chez nous, la sécurité, c'est pas du marketing. C'est au cœur de notre ADN d'ingénieur. Voilà. Et c'est là que tout s'éclaire. Cette simplicité pour les lecteurs, elle n'est que la partie visible d'un iceberg de complexité technique et juridique. Alors pour boucler la boucle, les résultats. Le scrutin est pro, il se passe quoi? Le processus reste calqué sur le monde réel. Le bureau de vote, composé de représentants, se réunit souvent en visio. Il va lancer une série d'opérations pour ouvrir l'urne numérique et lancer le dépouillement, qui, lui, est instantané. Une fois les résultats validés, le bureau les publie. C'est ça. Et on revient à l'email. Les électeurs en reçoivent un nouveau qui dit que les résultats sont disponibles. Et ils peuvent se reconnecter avec leur code d'origine pour tout consulter. La boucle est bouclée. Alors si on prend un peu de hauteur, Qu'est-ce que tout ça nous dit? pour moi, la conclusion est assez claire.
On est parti d'un email, on est arrivé à un acte démocratique complet, sécurisé, traçable. Et ce qui est fascinant, c'est que la simplicité que ressent l'électeur est directement proportionnelle à la complexité qui est cachée derrière. C'est une excellente lecture. Ce processus, c'est un cas d'école de la manière dont la confiance s'ingénière en fait dans le numérique. Ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question d'imbriquer cette technologie dans des cadres légaux très stricts, la CNIL, le RGPD, pour créer un environnement qui est non seulement efficace, mais surtout fiable. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question en suspens. Toutes ces sources décrivent comment le numérique imite et parfois améliore le vote physique. On gagne en accessibilité, en participation. Le processus est plus efficace, c'est indéniable. La question qu'on peut se poser, c'est, à mesure que ces systèmes, qui sont le summum de l'efficacité individuelle, se généralisent, Quelles habitudes du vote en personne est-ce qu'on voudrait préserver intentionnellement? je pense au fait de se déplacer, de croiser ses collègues ou ses voisins, ce petit moment collectif. Exactement. Quels sont les rituels du vote physique qui méritent d'être sauvés? Non pas pour des raisons techniques, la technologie peut tout remplacer. Mais pour leurs valeurs. Pour leurs valeurs civiques, sociales, symboliques, en optimisant à fond l'acte de voter, que risque-t-on de perdre silencieusement?